Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci à M. Serge Dahan d'avoir initié ce colloque et à M. le maire de nous accueillir dans cette belle salle. Merci à M. le grand rabbin de nous honorer de sa présence. Merci à Madame l'ambassadrice d'Israël en France. J'aurais quelques mots à dire à propos de l'un de vos prédécesseurs, Yehuda Lancry en l'occurrence. Merci Madame la consul générale, merci d'être là. Ça va être un exercice. Voilà. Bon. Je crois que tout a été dit à propos du Maroc dans les précédentes interventions. Donc, cette conférence sera consacrée à divers aspects du judaïsme marocain, même si le temps imparti m'oblige à procéder à une sélection, à des choix, je dirais, cornéliens. J'espère qu'on pourra se rattraper avec les photos qui seront projetées à la fin de cette intervention. Alors, quelques données sont à rappeler en préambule de cette intervention. Il convient d'en resituer le contexte général. Et vous savez, le péché mignon des historiens, c'est le contexte. On ne peut pas parler sans rappel du contexte. Alors, premièrement, dans ce rappel, il y a la constitution du royaume adoptée en 2011 et sa référence à l'influence hébraïque de l'histoire, de la civilisation et du patrimoine du Maroc. C'est un cas unique dans le cas arabo-musulman. Deuxièmement, le rétablissement en décembre 2021, oui c'est ça, des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, la signature d'accords de partenariat entre les deux pays et naturellement les perspectives qui s'ouvrent devant nous tous. Parmi les images les plus marquantes de l'audience accordée par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la délégation israélo-américaine figure celle des propos échangés en arabe dialectal marocain entre le roi et le chef d'état-major de la sécurité nationale d'Israël, Meir Ben Shabbat, né au Maroc, à Safi, et ayant grandi à Dimouna. Je ne fais pas de commentaires sur Dimouna. C'était un moment d'intense émotion. Troisième point, la publication dans le bulletin officiel du Royaume de ce mois de novembre 2022 d'un daïr chérifien consacré à la création d'une fondation nationale du judaïsme marocain. Ce daïr comprend entre autres articles de nombreuses références au patrimoine judéo-marocain et aux juifs marocains d'origine marocaine établis un peu partout dans le monde. Ce colloque est dédié au monde séfarade. Je crois qu'on en a déjà parlé. J'espère que personne ne verra d'objection à ce que soit cité un penseur ashkénaze du XVIIIe siècle, grande figure de la Haskalah, Naftali Wiesel, auteur de paroles de paix et de vérité. Je le cite, « Une connaissance de l'histoire, écrit-il, aide chacun à aimer et à craindre le Créateur. Semblablement qu'il y a une connaissance de l'histoire gagne en sagesse. Un tel savoir anoblira le cœur de l'homme. » Fin de citation. Sur un modèle plus laïque, l'éminent historien Jean-Pierre Rioux écrit pour sa part, je le cite, « L'histoire est compréhension et non connivence. Science qui éclaire la conscience de soi, des autres et du monde, machine à produire de l'intelligence plus que des certitudes. » Fin de citation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, commençons par la place des communautés juives dans la diversité ethnoculturelle du Maroc. Ces communautés représentaient l'unique minorité non autochtone
non musulmanes du pays. Elles étaient fortes à la fin du XIXe siècle, de quelques 250 000 à 300 000 âmes, en tout cas d'après les estimations de la légation britannique à Tanger. Elles étaient réparties à travers quasiment tout le territoire de l'Empire chérifien. C'était la première communauté juive du monde arabe. Voici ce que l'écrivain Edmond Amran al-Maleh écrit au sujet de ces communautés, de, disons, l'ambiance générale. Je le cite, « Il y avait cette façon naturelle, spontanée d'être juif, juif d'Essaouira, il est natif d'Essaouira, Marrakech, Demnat, où l'on dit que l'on fabrique la meilleure mahia du Maroc, Taroudan, avec ses orfèvres, ses bijoutiers, et actuellement, les bijoutiers de cette région disent que nous avons hérité cela des Juifs. » Donc, il y avait cette façon naturelle, aussi naturelle que le fait d'exister. Il y avait aussi cet univers immergé dans une société fondée sur un islam ardent et rigoureux, cet univers tout aussi intensément imprégné de spiritualité religieuse, réglé dans ses moindres détails par le judaïsme marocain, l'un des plus riches de la judaïté, un univers vivant autour de la parole sacrée qui n'a jamais été un univers clos. Fin de citation. Donc les Toshabim ou Beldiyin, gens du pays, mais le terme de Beldiyin peut prêter à équivoque parce qu'il désigne aussi les Juifs qui se sont convertis par la suite à l'islam. Dans le premier cas, il s'agit de Beldiyin, c'est-à-dire des gens du pays, Al-Balad, et dans le deuxième cas, Beldiyin, c'est-à-dire des musulmans, néo-musulmans, pas très au fait de la religion qu'ils ont adoptée. Donc les Toshabim, parmi ces composantes, il y avait les Toshabim et les Merarachim, donc expulsés de la péninsule ibérique. C'était les deux grandes composantes de ces communautés. S'y sont ajoutés par la suite des Maranes, mais en nombre beaucoup plus limité. Alors, des affinités existaient entre toutes ces composantes. S'agissant des premiers, Toshabim, l'historien Haïm Hirschberg a parlé d'un processus de berbérisation des Juifs et de judaïsation des Berbères. Des affinités culturelles et autres existaient naturellement entre Merarachim, expulsés de la péninsule ibérique entre 1492 et 1497, et les musulmans ayant quitté la même péninsule après la chute de Grenade parce que refusant de vivre sous la loi des infidèles, entre guillemets. De telles affinités incluent les Morisques, expulsés d'Espagne en 1609. Ils continuent de porter des noms de famille tels que Pérez, Ronda, Tredano, Moreno, etc. Il en est de même des musulmans d'ascendance juive. Aujourd'hui encore, ces musulmans gardent le nom de Cohen, El Cohen, Ben Chokroun, Mayara, Gessous, et il y avait un Gessous, Abslam Gessous, qui était un fameux alem de l'université Qarawiyyin, de même que Mayara. Dans le cas de Gessous, il avait tenu tête à Moulay Ismaïl, au sultan puissant Moulay Ismaïl, contemporain de Louis XIV, sur un certain nombre de points. Alors, qu'en est-il du socle de la cohabitation intercommunautaire et des composantes de ce socle? Il y avait d'abord les fondements canoniques. L'enracinement des communautés juives présentes dans le pays depuis l'Antiquité et interagissant avec leur environnement avant et après l'avènement de l'islam fait partie de ce socle. Leur vie se déroulait dans le cadre d'un État dirigé par un même souverain, à la fois chef politique et religieux. Ce souverain était tenu d'observer et de faire observer la protection canonique d'Imma, reconnue aux gens du livre en terre d'islam. Il convient de citer à cet effet, à titre d'exemple, un daïr, c'est un rescrit chérifien, scellé en 1864 par le sultan Sidi Mohammed bin Abdelrahman et exhortant les agents d'autorité de l'État à en observer scrupuleusement les stipulations. Je cite donc le texte de ce daïr du sultan Sidi Mohammed bin Abdelrahman. Il était ordonné
il avait ordonné il ordonnait à ses agents, je cite, de traiter les Juifs dans toute l'étendue de nos États, comme le prescrit le Tout-Puissant, en leur appliquant dans l'administration la balance égale de la justice entre eux et ceux qui ne sont pas juifs, de sorte qu'aucun d'eux ne soit victime de la plus infime injustice, que nul mal ne les atteigne et que ni les agents de l'État, ni quiconque ne puisse leur faire du tort, ni dans leur personne, ni dans leurs biens. Nous nous opposons à toute injustice, car tous les hommes sont, à nos yeux, égaux en justice. En conséquence, nous punirons avec l'aide de Dieu quiconque commettra une injustice ou fera du tort à un juif. Fin de citation. Je reviendrai sur la dhimma, donc la protection canonique, et ce qu'elle a signifié au Maroc dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, notamment entre 1940 et le débarquement américain du 8 novembre 1942, dont on vient de commémorer le 80e anniversaire. Donc, débarquement à la suite duquel les Juifs de Casablanca ont institué un Purim, car menacés la veille par des Européens fascistes, ayant appelé à ce qu'ils ont appelé une Saint-Barthélemy. Le débarquement a été considéré par les Juifs comme un miracle voulu par Dieu. L'un des précédents historiques en la matière est le Purim de los Cristianos, institué en 1578. C'est une date extrêmement importante dans l'histoire du Maroc, c'est la date de la bataille des Trois Rois et de la défaite cinglante infligée au roi du Portugal, qui, avec l'aide du pape, le soutien du pape, voulait donc envahir le Maroc et faire passer par l'épée quiconque, parmi les musulmans ou les juifs, refuserait le baptême. Alors, très rapidement, quelques mots sur la complémentarité économique. Cette complémentarité avait une dimension agricole, puisque des associations de culture et d'élevage existaient entre fellahs musulmans et commerçants ou maîtres artisans juifs. De manière générale, disons que tout dépendait de l'agriculture et donc de la pluviométrie. Lyoté, le premier résident général de France au Maroc, ne disait-il pas qu'au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir. En période de persistance de la sécheresse et d'autres maux, ces calamités transcendaient en quelque sorte les clivages religieux. Juifs et musulmans invoquaient tous la miséricorde divine. En pareilles circonstances, les habitants des Mellahs organisaient, à l'instar des musulmans, toutes sortes de prières, de jeûnes, de supplications autour des tombes de rabbins vénérés et de processions rogatoires. Je signale au passage qu'il existait des saints communs, vénérés à la fois par les juifs et par les musulmans, car ils avaient foi en leur baraka. En cette fin d'année 2022, le Maroc souffre d'un grave stress hydrique, donc grave sécheresse. Le roi, commandeur des croyants, vient de décider que le rituel de l'invocation de la clémence divine soit observé partout dans le pays au cours de cette semaine-ci. Comme à l'accoutumée, les synagogues en seront partie prenante, bien évidemment. Concernant la complémentarité économique, il faudrait ajouter que les paysans les fellahs représentaient une importante partie de la clientèle des artisans, des colporteurs et des commerçants juifs, ainsi que dans un stade ultérieur, des couturières juives qui fréquentaient les souks ruraux. Il y avait aussi une répartition des tâches entre maîtres artisans juifs et leurs homologues musulmans, notamment en matière de fabrication des fils d'or entrant dans la confection de caftans. De véritables joint ventures existaient également entre les grands négociants des deux communautés. C'était notamment le cas de l'élite marchande qui opérait dans le cadre du système de ce qu'on appelle Tujjar Sultan, les négociants du roi, et dans le cas d'espèce, je mettrai roi avec un Y. Donc, ces éléments étaient en charge de l'exploitation de toutes sortes de monopoles sur le marché intérieur et à l'import-export. Les visiteurs étrangers les qualifiaient pour ce qui est des juifs, les qualifiaient de juifs de la première classe.
Et dans le temps, à l'époque de Moulay Ismail, l'un de ces négociants était Abraham Meimouran, qu'un consul hollandais, tenez-vous bien, a comparé à Colbert. Alors, comment cet état de fait a-t-il évolué au XIXe et XXe siècle? D'abord, et encore une fois, un rappel du contexte de la période qui va de 1830 à 1912. Et quand je dis 1830, vous savez ce que cela signifie. Pour ce qui est du Maroc, c'est une date extrêmement importante, puisque le fait de soutenir la résistance algérienne entre 1830 et 1840, ça a donné une sorte de ce que François Mitterrand appelait une logique de guerre, et finalement, ça s'est terminé par un clash, une confrontation armée. Le résultat, ça a été un revers pour les Marocains. 1912, il est inutile d'y insister, c'est la date d'instauration du protectorat français. Alors, au XIXe siècle a prévalu l'émergence de mutations frappées du sceau de l'irréversibilité. Le contexte général était essentiellement marqué par une pénétration coloniale protéiforme, l'insertion accrue du Maroc dans le marché mondial et les contradictions générées par les réformes tentées par le pays pour préserver son indépendance. Donc, c'est des tentatives de réforme qui ont donné des résultats allant tout à fait à l'inverse de ce qui en était escompté. Les bouleversements survenus à cette époque allaient affecter inexorablement, sur le long terme, les structures traditionnelles du pays et ébranler, bien évidemment, les fondements de l'ordre précolonial. C'est dans ce contexte que la classe marchande a tiré avantage de l'essor des échanges maritimes et des protections consulaires, voire des naturalisations, lui assurant l'exemption fiscale et un régime d'exterritorialité dans son propre pays. Les masses juives et musulmanes ont par contre eu à subir les retombées de l'insertion accrue du pays dans le marché mondial. La situation a été aggravée par les cycles de sécheresse et d'épidémies et de famine. Ce fut le cas en particulier entre 1878 et 1884, c'est-à-dire quasiment 6 années consécutives de sécheresse. Et vous imaginez l'effondrement démographique que cela a entraîné. L'une des échappatoires de ceux qui, parmi les Juifs, voulaient à tout prix améliorer leurs conditions résidait au XIXe siècle dans l'émigration vers l'Algérie et l'Amérique du Sud. Certains sont revenus d'Amazonie, par exemple, riches, voire opulents. C'était le cas de 3 Tangérois, les frères Pinto, ayant fait fortune dans l'exploitation de l'EVA de manière concomitante, un coup de maître, de manière concomitante, ou de la chance, avec l'essor de l'industrie automobile et la flambée des cours du caoutchouc sur le marché international. La success story des Pinto fut couronnée par l'octroi par le roi d'Espagne, Alphonse XIII, à l'un des 3 frères de la croix d'Isabelle la catholique. Cette incursion ibérique n'est pas fortuite. Elle est l'occasion de rappeler que les Juifs marocains ne sont pas nécessairement tous originaires d'Espagne ou du Portugal. En témoignent des noms manifestement berbères tels que Bouzaglou, Afergan ou Ifergan, Ait Outmezguin, Amzallag, Ohenna, etc. L'un de ces derniers, Ohenna, a édité un livre biographique intitulé significativement Taddart Nait Ohenna. C'est en berbère. Taddart, c'est la maison, Nait Ohenna, c'est-à-dire le clan ou la famille Ohenna. Alors, quel était le rôle d'autres facteurs, notamment celui des grandes associations juives d'Europe occidentale et d'Amérique, dans les mutations survenues au cours du XIXe siècle et début du XXe? On doit citer en l'occurrence l'Anglo-Jewish Association, présidée par le philanthrope anglais d'origine marocaine, Bessaouira plus exactement, ayant transité par Livourne, donc l'infatigable Moses Montefiore.
venu au secours de ses coreligionnaires du Maroc, avec notamment la création d'un Morocco Relief Fund pendant la phase fatidique de sécheresse qui avait commencé en 1878. Autre association, l'Union of American Hebrew Congregations, basée à New York, et dont les dirigeants étaient ashkénazim, notamment l'homme d'affaires Jacob Schiff, d'origine russe, et très marqué par les pogroms de Kishinev. C'est d'ailleurs avec ce trauma du pogrom de Kishinev et d'autres pogroms qu'il a apporté son concours au Japon juste avant sa confrontation avec la Russie qui s'est terminée par, comme vous le savez, en 1905 par la victoire du Japon. Autre association qui a joué un rôle plus que déterminant, c'est l'Alliance israélite universelle. Donc son impact fut déterminant avec la création à partir de 1862, malgré l'opposition initiale de rabbins mettant en garde contre le risque de déjudaïsation de la jeunesse. Donc elle a mis en place un réseau scolaire moderne dispensant l'instruction en français ainsi qu'une formation professionnelle. La formation professionnelle deviendra plus systématique grâce à l'ORT, l'œuvre de réhabilitation par le travail. Donc, les générations d'enfants juifs formés sur les bancs des écoles de l'Alliance sont devenus, par la force des choses, francophones et francophiles. Grâce aux écoles de l'Alliance, les communautés juives eurent au moins 3 générations d'avance en matière d'éducation moderne par rapport à leurs compatriotes musulmans. Ils furent les premiers, par exemple, à intérioriser les notions modernes de droits de l'homme et à en faire état dans des pétitions contre les abus de pouvoir de caïds et de gouverneurs analphabètes et surtout tyranniques. Alors pour ce qui est donc de cette question d'imprégnation des droits de l'homme, etc., les réactions n'étaient pas très chaudes, si je puis dire, du côté des musulmans au XIXe siècle. Un historien fameux du nom de Naseri, Ahmed Naseri, au XIXe siècle, il compare la liberté de type occidental à ce qu'il appelle zandaqa, c'est-à-dire le libertinage. Mais par la suite, les jeunes nationalistes marocains dans les années 20 et dans les années 30 ont souvent fait référence aux droits de l'homme et aux principes de 1789 dans un contexte où la résidence générale, avec l'IOT, avait interdit l'affichage des droits de l'homme et des citoyens, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens dans les lieux publics parce que, d'après la dite résidence, c'était contraire aux prérogatives du sultan, prérogatives traditionnelles du sultan qu'il fallait respecter. Alors, à propos de ces écoles de l'Alliance, aujourd'hui existe à Casablanca un groupe scolaire qui dépend d'Ittihad Maghrib, c'est l'association qui a remplacé l'Alliance israélite universelle. Donc, il existe un groupe scolaire qui s'appelle Groupe Maïmonide. Et ce qu'il y aurait à dire, c'est que les élèves musulmans se débrouillent mieux, si je puis dire, en hébreu que leurs camarades juifs. Et c'est ce que reconnaît très explicitement Gad el-Maleh. Alors, le processus de mutation s'est accentué, bien évidemment, pendant les 44 ans du protectorat. Pour mieux appréhender ce processus, il n'est pas inutile de se référer au discours empreint d'une grande perspicacité, une sorte de sens de la prospective, prononcé à Tanger en 1913, c'est-à-dire un an seulement après l'instauration du protectorat, donc prononcé à Tanger lors d'une réunion de l'association des anciens élèves de l'Alliance israélite par l'un d'entre eux. Il s'agit de Haïm Toledano, homme d'affaires établi à New York, lequel sera très actif en 1944 lors de la conférence dite de guerre tenue à Atlantic City, aux États-Unis. Je crois que c'est en Virginie. Alors il dit ceci, Toledano dit ceci:
sauf ceux qui se sont déjà taillés, il parle de ces coreligionnaires, sauf ceux qui se sont déjà taillés des situations à l'abri de tout assaut, la masse des Israélites indigènes va éprouver à bref délai la pression économique du nouveau régime. Je m'abstiens, ajoute-t-il, de toucher ici aux questions d'ordre social, peut-être faudrait-il dire plus exactement d'ordre racial, intimement lié aux faits d'ordre économique. Fin de citation. Au nombre des données essentielles de la période 1912-1956 figurent en effet toutes sortes de transformations économiques ainsi que des retombées du maintien en matière commerciale et douanière des dispositions de la Convention internationale d'Algésiras de 1906. Donc c'est la Convention Algésiras, la conférence qui a été réunie en octobre de 1905, c'est-à-dire la visite de Guillaume II à Tanger, de la crise internationale qui s'en est suivie et qui a failli conduire à une guerre mondiale du fait des alliances entre, d'un côté, la France, l'Angleterre, et de l'autre, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Donc, retombée de la Convention d'Algésiras et du régime dit de la porte ouverte, c'est-à-dire sans paiement, pratiquement sans paiement de droits de douane, si ce n'est des droits insignifiants. Les artisans musulmans et juifs furent plongés dans le marasme, justement du fait de cela, et de la rude concurrence de produits manufacturés importés d'Europe et du Japon, lequel Japon pratiquait systématiquement le dumping. Les activités de colportage dont vivaient un grand nombre de familles juives subirent quant à elles le contre-coup de la modernisation, c'est le paradoxe, contre-coup de la modernisation des infrastructures du pays, notamment la construction de routes. Ces activités devinrent anachroniques, obsolètes. Elles eurent à pâtir également de la paupérisation des fellahs, principaux clients des colporteurs juifs, ces pieds poudreux qui desservaient les hameaux les plus reculés avec leurs ânes ou leurs mulets. Maintenant, avec le développement des infrastructures, les marchandises étaient transportées par des camions, des autocars, etc. Les élites modernistes juives s'attendaient quant à elles, et en majorité en tout cas, avant 1940, à bénéficier des nouveaux décrets crémieux ou d'une naturalisation sélective pour sortir de leurs conditions d'indigènes. Elles n'obtinrent pas satisfaction. Il est aisé d'imaginer leur profonde déception à ce niveau et par la suite leur désenchantement et leur désarroi face aux tentatives d'application des lois raciales de Vichy au Maroc. Il faut rappeler au passage que près de 11 000 Ashkénazim se sont réfugiés au Maroc à partir de 1933. Après septembre 1939, ils se sont retrouvés bloqués, faute de bateaux à destination de l'Amérique et des quotas établis par les États-Unis, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, ils se sont retrouvés bloqués en raison de l'absence de bateaux à destination de l'Amérique. L'expiration de leur visa de transit allait compliquer leur situation. Une avocate marocaine, Hélène Kazès Benatar, représentante de la WIZO, Women International Zionist Organization, leur venait en aide avec ses entrées à la résidence générale, y compris auprès du résident général Nogues, nommé par Léon Blum à Rabat en 1936. Sa femme était d'ascendance juive. Quel rôle a-t-elle joué? Gros point d'interrogation. Mais cherchez toujours la femme. Hein. Mais les collaborateurs de Nogues étaient pétainistes et furieux adeptes de Wagner et du crépuscule des dieux. Au choc causé par Vichy s'est ajouté le traumatisme généré par la Shoah. Également déterminants furent, à un autre niveau, les événements du Moyen-Orient, les répercussions des guerres israélo-arabes de 1948, 1956, 1967 et 1976, et le déchaînement des passions qui a accompagné ces guerres. Alors, quelques mots sur le temps présent et la question de la préservation de la mémoire et du patrimoine. L'attachement des Juifs marocains à leur pays d'origine et l'attention particulière que celui-ci leur porte se manifestent de plusieurs manières. On pourrait citer à cet effet, à titre d'exemple, ce n'est pas n'importe quel exemple, la très belle cérémonie organisée en décembre 2015
par des juifs marocains des États-Unis dans la plus grande synagogue de New York, synagogue séfarade de New York, les Bnei Yerushon, quelque chose comme ça, j'arrive pas à prononcer. Donc, cérémonie organisée pour la remise à la princesse Lalla Hasna du prix Martin Luther King de la liberté, décerné à titre posthume à son grand-père, le sultan Sidi Mohammed bin Youssef, roi Mohammed V après 1957. Tout aussi impressionnante et émouvante fut une autre grande cérémonie initiée à Los Angeles en novembre 2019 par des juifs marocains de Californie à l'initiative d'une association M. Habanin Sephardic Congregation. Dans un salute to Morocco, ils ont tenu à rendre un vibrant hommage à, je cite, a dynasty of tolerance, et en particulier au roi Mohammed V, Hassan II et Mohammed VI, en présence de la princesse Lalla Hasna et de la princesse Lalla Joumala, ambassadeur du Maroc à Washington. Près de 450 invités, dont le maire de Los Angeles, ont assisté à Beverly Hills à cette soirée d'hommage au cours de laquelle des distinctions royales ont été remises à 4 personnalités juives. Je me souviens en particulier de Maurice Marciano, frère de Rafi Marciano, que vous connaissez. Je dirais frère de mon ami Rafi Marciano. Qui est absent parce qu'il a été mis en quarantaine avant-hier soir. D'accord. S'agissant toujours de mémoire à la fois collective et individuelle, j'en viens, Madame l'ambassadrice, à l'un de vos prédécesseurs. Donc, s'agissant toujours de mémoire à la fois collective et individuelle, il serait utile de mentionner ce que dit et met en ligne une personnalité que vous connaissez sans doute. Il s'agit de M. Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et par la suite son représentant permanent à l'ONU. Dans son témoignage, il parle avec sérénité en arabe dialectal marocain de son enfance à Bjat, des rapports de ses parents avec leurs voisins musulmans et du destin, c'est lui qui utilise ce terme de destin, et du destin qui a voulu qu'ils émigrent en Israël. Je l'ai rencontré en 2019 à Rabat et eu avec lui une discussion de grand intérêt, notamment au sujet de ses contacts à l'ONU avec son homologue marocain. Pour ce qui est du patrimoine, il convient de citer la lettre collective hautement significative adressée au roi Mohammed VI par de grands rabbins et des rabbins d'origine marocaine, d'Israël, d'Espagne, de France, Belgique, Angleterre, Canada, États-Unis, Mexique, Venezuela, Argentine. Dans cette lettre, les co-signataires expriment au souverain leur gratitude pour les mesures qu'il prend plus particulièrement pour la restauration des synagogues et l'entretien des cimetières juifs du pays. Lors de l'inauguration à Fès le 13 février 2013 d'une synagogue restaurée dite Slat el-Fassiyin, la synagogue des Fassis, il y a aussi il y avait une synagogue des Beldiyin, c'est-à-dire des Toshavim. Donc le roi avait solennellement déclaré dans son message ceci: cette inauguration se tient sous notre haut patronage, eu égard à l'intérêt particulier que nous accordons au patrimoine culturel et spirituel de la communauté juive marocaine. Ce patrimoine s'apparente à un véritable creuset dans lequel a fusionné la spécificité judéo-marocaine. Fin de citation. Dans le même message, le souverain a également appelé, je cite, à la restauration de tous les temples juifs dans les différentes villes du royaume, de sorte qu'ils ne soient pas seulement des lieux de culte, mais également un espace de dialogue culturel et de renouveau des valeurs fondatrices de la civilisation marocaine. Fin de citation. Rappelons aussi l'inauguration par le souverain de Beit Dakira, la maison de la mémoire, à Essaouira, sa décision de redonner au Mellah de Fès, on l'a dit tout à l'heure, au Mellah de Marrakech son nom d'origine, et la réalisation en cours à Fès d'un musée de la mémoire juive. Autant d'institutions s'inscrivant dans le sillage de la création à Casablanca du musée du judaïsme marocain, voilà plusieurs années déjà. Parmi les autres faits majeurs sont à relever, je les énumère, la décision de Sa Majesté de créer un centre, c'est récent, de créer un centre
national pour le patrimoine culturel immatériel, annoncé voilà 2 jours, à l'occasion de la tenue à Rabat de la 17e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Autre élément à mentionner, l'insertion de cours sur la culture juive dans le curriculum des établissements du primaire et du secondaire. S'agissant de recherche, il y a une page qui manque. S'agissant de recherche scientifique et du rôle de l'Académie du Royaume, par exemple, et de l'Institut royal de recherche sur l'histoire, donc il convient de mentionner, à titre d'exemple, le colloque international dédié au regretté Haïm Zafrani. Et quand je dis Haïm Zafrani, dans ma tête, il y a une pensée émue pour sa épouse Célia. Donc, parmi ce qu'il y a au programme ce qu'il y avait au programme de l'Académie et de l'Institut, donc je dirais que, en plus du colloque international dédié à Haïm Zafrani, dont les actes ont été publiés, il y a je dirais que la dimension juive de l'histoire du Maroc est également présente dans un autre colloque tenu en janvier 2022, un colloque international. Et c'est une jeune américaine de Los Angeles qui a parlé de cette dimension dans ce colloque. Cette dimension est présente dans les thèses inédites qui seront prochainement sous presse, un certain nombre, il y a au moins 6 ou 7 thèses que l'Institut va publier et où il est question du judaïsme. La dite dimension est prévue aussi dans 2 colloques internationaux prévus respectivement en janvier et mai 2023. Ces colloques sont dédiés aux relations entre le Maroc et les États-Unis et entre le Maroc et l'Espagne. Et quand on dit Espagne, naturellement, la dimension séfarade sera présente. Donc, il y a, j'ajouterai parmi les faits qu'il y a à relever, l'intérêt porté par les musulmans à la dimension juive de leur culture et de leur patrimoine. J'ajouterai également que la convivialité qui existe au moment de la Mimouna entre musulmans et juifs, au Maroc même et à l'étranger. J'ai assisté à l'une de ces... à Amsterdam, il y a 5 ou 6 ans, et c'était bruyant, mais hautement symbolique. J'ajoute également le fait qu'une association dite Mimouna a été créée, voilà, quelques années déjà, à l'université Al-Akhawayn, et que tout récemment, une synagogue a été créée sur le campus de l'université Mohamed VI Polytechnique. Je vous remercie de votre attention.